La lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, une lecture de Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, publié en 1938. Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique. Chapitre 4. Un exemple d'obstacle verbal, l'éponge. Extension abusive des images familières. Nous venons d'étudier, à titre d'exemple, deux thèmes généraux de la connaissance préscientifique pour montrer avec quelle facilité l'esprit préscientifique se laisse emporter à des généralisations indéfinies. Nous voulons dans ce court chapitre être encore plus précis et considérer un cas où une seule image, ou même un seul mot, constitue toute l'explication. Nous prétendons caractériser ainsi, comme obstacle de la pensée scientifique, des habitudes verbales. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de développer les mêmes idées à la suite de notre chapitre sur l'obstacle substantialiste. Alors il s'agira d'une explication verbale par référence à un substantif chargé d'épithètes, substitut d'une substance aux riches puissances. Ici, nous allons prendre le pauvre mot d'éponge, et nous allons voir qu'il permet d'examiner les phénomènes les plus variés. Ces phénomènes, on les exprime, on croit donc les expliquer. On les reconnaît, on croit donc les connaître. Dans les phénomènes désignés par le mot éponge, l'esprit n'est cependant pas la dupe d'une puissance substantielle. La fonction de l'éponge est d'une évidence claire et distincte, à tel point qu'on ne sent pas le besoin de l'expliquer. En expliquant des phénomènes par le mot éponge, on n'aura donc pas l'impression de verser dans un substantialisme obscur. On n'aura pas davantage l'impression qu'on fait des théories, puisque cette fonction est toute expérimentale. À l'éponge correspond donc un Denkmittel de l'empirisme naïf. 2. Adressons-nous tout de suite à un auteur important en nous reportant à un article de Réaumur, paru dans Les Mémoires de l'Académie royale des sciences, en 1731. Ouvrez les guillemets. Une idée assez ordinaire est de regarder l'air comme du coton, comme de la laine, comme de l'éponge, et beaucoup plus spongieux encore que ne sont tous les autres corps, ou assemblages de corps auxquels on peut les comparer. Cette idée est très propre pour expliquer pourquoi il se laisse exprimer considérablement par les poids, pourquoi aussi il peut être extrêmement raréfié et paraître sous un volume qui surpasse considérablement celui sous lequel nous l'avions vu auparavant. Fermez les guillemets. Pourvu de cet attirail métaphorique, Réaumur va répondre à Mariotte, qui avait pourtant apporté quelques lumières en assimilant le phénomène de la dissolution de l'air dans l'eau à la dissolution d'un sel. Je pense, dit Réaumur, ouvrez les guillemets, que M. Mariotte a poussé sa supposition plus loin qu'il n'en avait besoin. Il me paraît qu'au lieu de supposer que l'eau peut dissoudre l'air, dissolution d'ailleurs assez difficile à concevoir, si on ne se contente de supposer qu'elle peut le pénétrer, le mouiller, on a tout ce qu'il faut pour rendre raison des phénomènes qu'on a à expliquer ici. Fermez les guillemets. En suivant dans le détail l'explication de Réaumur, nous allons bien saisir ce qu'est une image généralisée, exprimée par un seul mot, leitmotiv d'une intuition sans valeur. Ouvrez les guillemets. Continuons de regarder l'air comme ressemblant par sa structure au corps spongieux, et qu'il soit de ceux que l'eau peut pénétrer, qui en peuvent être imbibés. Et nous cesserons d'être surpris de ce que l'air qui est contenu dans l'eau n'y est plus compressible, et de ce qu'il y occupe peu de place. Si j'enveloppe une éponge de quelques membranes que l'eau ne puisse pénétrer, et que je tienne cette éponge suspendue dans l'eau, par le moyen de quelques fils arrêtés au fond du vase, l'éponge sera alors aussi compressible qu'elle l'était au milieu de l'air. Si avec un piston ou autrement je presse l'eau, l'eau descendra. L'éponge sera forcée d'occuper beaucoup moins de volume. Ces parties seront contraintes d'aller se loger dans les vides qu'elles tentent à se conserver entre elles. L'eau occupera la place que les parties de l'éponge auront abandonnée.
Cessons de presser l'eau, l'éponge se rétablira dans son premier état. Si ensuite nous ôtons à notre éponge l'enveloppe dont nous l'avions recouverte, il sera permis à l'eau de s'insinuer dans son intérieur. Donnons-lui le temps d'aller remplir tous les vides qui sont entre les fils spongieux, après quoi, si nous avons encore recours au piston pour presser l'eau, nous trouverons qu'elle ne cédera point, comme elle a fait la première fois, ou qu'elle cédera très peu. L'éponge alors est devenue incompressible, ou presque incompressible. Ces parties pressées ne trouvent plus de place vide où elles puissent se loger, l'eau les a remplies. Celle qui s'est logée arrête l'effort de celle qui tend à l'enchasser. Si l'air peut donc, comme l'éponge, être pénétré par l'eau, si elle peut aller remplir les vides qui sont entre ces parties, le voilà qui cesse d'être compressible. Fermez les guillemets. Nous sentons le besoin de nous excuser auprès du lecteur d'avoir cité cette page interminable, cette page si mal écrite d'un auteur célèbre. Mais nous lui en avons épargné bien d'autres, du même style, où Réaumur explique sans fin les phénomènes par le caractère spongieux. Il nous fallait cependant rapporter un exemple un peu long, où l'accumulation des images fait évidemment tort à la raison, où le concret amassé sans prudence fait obstacle à la vue abstraite et nette des problèmes réels. Par la suite, Réaumur affirme, bien que le dessin proposé n'est qu'une esquisse, qu'on peut naturellement donner aux éponges de l'air des formes extrêmement différentes de l'éponge ordinaire. Mais toute sa pensée est instruite sur cette image. Elle ne peut sortir de son intuition première. Quand il veut effacer l'image, la fonction de l'image subsiste. Ainsi, Réaumur se défend de décider sur la forme des grains de l'air. Il ne réclame, pour son explication, qu'une chose, ouvrez les guillemets, c'est que l'eau puisse pénétrer les grains de l'air. Autrement dit, il veut bien, en fin de compte, sacrifier l'éponge, mais il veut garder la spongiosité. Voilà la preuve d'un mouvement purement et simplement linguistique, qui, en associant à un mot concret un mot abstrait, croit avoir fait avancer la pensée. Une doctrine de l'abstraction cohérente a besoin d'un plus grand détachement des images primitives. Nous verrons peut-être mieux le caractère métaphorique déficient de l'explication par l'éponge si nous nous adressons à des cas où cette explication est proposée pour des phénomènes moins immédiats. Ainsi Franklin a écrit, ouvrez les guillemets, « La matière commune est une espèce d'éponge pour le fluide électrique. Une éponge ne recevrait pas l'eau si les parties de l'eau n'étaient plus petites que les pores de l'éponge. Elle ne la recevrait que bien lentement s'il n'y avait pas une attraction mutuelle entre ces parties et les parties de l'éponge. Celle-ci s'en imbiberait plus promptement si l'attraction réciproque entre les parties de l'eau n'y mettait pas obstacle, en ce qu'il doit y avoir quelque force employée pour les séparer. Enfin, l'imbibition serait très rapide si au lieu d'attraction, il y avait entre les parties de l'eau une répulsion mutuelle qui concourut avec l'attraction de l'éponge. C'est précisément le cas où se trouve la matière électrique et la matière commune. Fermez les guillemets. Tous ces détails, toutes ces suppositions, tous ces dessins pleins de repentir nous montrent assez clairement que Franklin essaie d'appliquer les expériences électriques sur l'expérience primitive de l'éponge. Mais Franklin ne pense que sur le plan de l'éponge. L'éponge est pour lui une véritable catégorie empirique. Peut-être en sa jeunesse s'était-il émerveillé devant ce simple objet, c'est assez fréquent. J'ai souvent surpris des enfants très intéressés par un buvard qui boit une tache. Naturellement, si l'on s'adresse à des auteurs subalternes, l'application sera plus rapide, plus directe si possible, moins surveillée. Alors l'image expliquera automatiquement. Dans une dissertation du P. Béraud, on trouve condensée cette double explication. Les verres et matières vitrifiables sont des éponges de lumière parce qu'ils sont tous pénétrés de la matière qui fait la lumière. Par la même raison, on peut dire qu'ils sont tous des éponges de matière électrique, fermez les guillemets. L'Emery appelait la pierre de Bologne une éponge de lumière, avec un peu plus de précision, car cette pierre phosphorescente garde, après exposition au soleil, une certaine quantité de matière lumineuse, qu'elle laisse ensuite s'écouler. Aussi rapidement, en 3 lignes, Marat explique le refroidissement d'un corps chaud plongé dans l'air ou dans l'eau, ouvrez les guillemets. Ici, l'air et l'eau n'agissent que comme éponges,
car un corps n'en refroidit un autre qu'il touche qu'en absorbant le fluide igné qu'il s'en échappe. Fermez les guillemets. L'image si claire peut être à l'application plus confuse et compliquée. Ainsi, l'abbé de Mangin dit brièvement, ouvrez les guillemets, la glace étant une éponge d'eau épaissie et gelée par la retraite du feu, elle a une aptitude à recevoir aisément tout celui qui se présente. Fermez les guillemets. Il semble que dans ce dernier cas, on assiste à l'intériorisation du caractère spongieux. Ce caractère est ici une aptitude à recevoir, à absorber. On trouverait facilement des exemples où l'on rejoindrait ainsi, insensiblement, les intuitions substantialistes. L'éponge a alors une puissance secrète, une puissance primordiale. Pour le cosmopolite, ouvrez les guillemets, la Terre est une éponge et le réceptacle des autres éléments, fermez les guillemets. Un accoucheur du nom de David juge utile cette image. Le sang est cette espèce d'éponge imprégnée de feu. 3. On mesurera peut-être mieux le caractère d'obstacle épistémologique présenté par l'image d'éponge en voyant les difficultés qu'un expérimentateur patient et ingénieux a eues pour s'en débarrasser. Le recueil de mémoires, publié sous le titre d'Analogie de l'électricité et du magnétisme, en 1785 par J.H. Van Swinden, est une longue série d'objections contre les multiples analogies par lesquelles on prétendait réunir, dans une même théorie, l'électricité et le magnétisme. Van Swinden donne à plusieurs reprises la préférence à une expérience touchée, déjà par la lumière mathématique. Mais avant d'être un constructeur de pensée mathématique, il faut être iconoclaste. Voici alors le programme de Van Swinden. Ouvrez les guillemets. J'examinerai en second lieu les expériences par lesquelles M. Signa a cru démontrer que le fer est un conducteur du fluide magnétique, ou qu'il en est l'éponge, comme le pense M. Brugmans, fermez les guillemets. L'intuition de Brugmans est reproduite dans toute sa naïveté, ouvrez les guillemets. De même qu'une éponge transporte l'eau par toute sa masse et en quantité d'autant plus considérable que son volume est plus grand, de même le fer, qui a le plus de masse ou de volume, paraît attirer et soutirer une plus grande quantité de fluide que le fer d'un moindre volume. Fermez les guillemets. La fonction du fer qu'on vient d'aimanter, c'est de transporter ce fluide dans un lieu où il n'était pas. Comme une éponge plongée dans l'eau la suce et la transporte. Fermez les guillemets. Ce n'est qu'après des expériences très nombreuses et variées que Van Swinden se croit en droit de rejeter cette intuition. Il écrit alors, ouvrez les guillemets, cette expression « le fer est une éponge du fluide magnétique » est donc une métaphore qui s'écarte du vrai. Et cependant, toutes les explications sont fondées sur cette expression employée dans le sens propre. Mais quant à moi, je pense qu'il n'est pas de l'exactitude de dire que tous les phénomènes se réduisent à ceci, que le fer est une éponge du fluide magnétique, et d'établir cependant que c'est là une apparence trompeuse, de penser que la raison indique que ces expressions sont erronées, et de les employer néanmoins à l'explication des expériences. Fermez les guillemets. Sous une forme un peu embarrassée, la pensée de Van Swinden est très nette. On ne peut confiner aussi facilement qu'on le prétend les métaphores dans le seul règne de l'expression. Qu'on le veuille ou non, les métaphores séduisent la raison. Ce sont des images particulières et lointaines qui deviennent insensiblement des schémas généraux. Une psychanalyse de la connaissance objective doit donc s'appliquer à décolorer, sinon à effacer ces images naïves. Quand l'abstraction aura passé par là, il sera temps d'illustrer les schémas rationnels. En résumé, l'intuition première est un obstacle à la pensée scientifique. Seule une illustration travaillant au-delà du concept, en rapportant un peu de couleur sur les traits essentiels, peut aider la pensée scientifique. 4. On peut d'ailleurs trouver des exemples où de très grands esprits sont pour ainsi dire bloqués dans l'imagerie première. Mettre en doute la clarté et la distinction de l'image que nous offre l'éponge, c'est pour Descartes subtiliser sans raison les explications. Ouvrez les guillemets. Je ne sais pourquoi, lorsqu'on a voulu expliquer comment un corps est raréfié, on a mieux aimé dire que c'était par l'augmentation de sa quantité que de se servir de l'exemple de cette éponge. Fermez les guillemets.
Autrement dit, l'image de l'éponge est suffisante dans une explication particulière, donc on peut l'employer pour organiser des expériences diverses. Pourquoi aller chercher plus loin ? Pourquoi ne pas penser en suivant ce thème général ? Pourquoi ne pas généraliser ce qui est clair et simple ? Expliquons donc les phénomènes compliqués avec un matériel de phénomènes simples. Exactement comme on éclaire une idée complexe en la décomposant en idées simples. Quand les détails de l'image viennent à se voiler, cela ne devra pas nous amener à abandonner cette image. Nous la tenons par un aspect, cela suffit. La confiance de Descartes dans la clarté de l'image de l'éponge est très symptomatique de cette impuissance à installer le doute au niveau des détails de la connaissance objective, à développer un doute discursif qui désarticulerait toutes les liaisons du réel, tous les angles des images. Le doute général est plus facile que le doute particulier, ouvrez les guillemets, et nous ne devons pas faire difficulté de croire que la raréfaction ne se fasse ainsi que je dis. Bien que nous n'apercevions par aucun de nos sens le corps qui remplit, les pores d'un corps raréfié, parce qu'il n'y a point de raison qui nous oblige à croire que nous devions apercevoir par nos sens tous les corps qui sont autour de nous, et que nous voyons qu'il est très aisé de l'expliquer en cette sorte, et qu'il est impossible de la concevoir autrement. Fermez les guillemets, en d'autres termes, une éponge nous montre la spongiosité. Elle nous montre comment une matière particulière s'emplit d'une autre matière. Cette leçon de la plénitude hétérogène suffit à tout expliquer. La métaphysique de l'espace, chez Descartes, est la métaphysique de l'éponge. 5. En corrélation avec l'intuition d'éponge, on pourrait étudier la notion de pore, qui est pour l'explication pré-scientifique un leitmotiv si persistant qu'il faudrait tout un ouvrage pour en suivre toutes les ramifications. Par cette notion, particulièrement spécieuse, on arrive sans peine à concilier les contraires. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Mais un pore est ouvert aux uns dans le même temps qu'il est fermé aux autres. Il y a des pores spécifiques pour des matières spécifiques. L'image est prête à fonctionner dans les deux sens, comme l'image de l'éponge, pour absorber ou pour filtrer. On ne s'étonnera guère qu'on ait pu mettre cette image au compte d'une propriété fondamentale de la matière. Ouvrez les guillemets. Tous les corps de la nature, dit le comte de Lacépède en 1782, sont remplis de pores. La porosité est donc une propriété générale des corps. 6. Il ne serait pas difficile de multiplier des études similaires à celles que nous venons d'esquisser dans ce chapitre. On s'apercevrait assez rapidement que les connaissances objectives se concentrent souvent autour d'objets privilégiés, autour d'instruments simples qui portent le signe de l'homo faber. On pourrait étudier, dans cet ordre d'idées, le levier, le miroir, le tamis, la pompe. L'on constaterait l'existence de physiques particulières bien rapidement généralisées. On pourrait aussi étudier, toujours dans le même esprit, des phénomènes particuliers comme le choc, si peu important dans la phénoménologie naturelle, et qui joue cependant un si grand rôle dans l'explication intuitive, dans certaines cultures philosophiques. On pourrait accumuler sans fin des images simplistes qu'on ose proposer comme explicatives. Donnons quelques exemples. Franklin enregistre en électricité le pouvoir des pointes sous le couvert de cette image rapide, comme en arrachant les crins de la queue d'un cheval. Un degré de force insuffisant pour en arracher une poignée à la fois suffirait à la dépouiller crin à crin. De même, un corps émoussé que l'on présente ne saurait tirer plusieurs parties à la fois, mais encore pointues, sans une plus grande force, les enlève aisément partie par partie. Fermez les guillemets. En 1782, Marat explique la machine électrique en la comparant à une pompe. Ouvrez les guillemets. On la compare avec raison à une pompe. La roue en représente le piston, les coussins sont la source immédiate d'où la roue tire le fluide, et le conducteur isolé forme le réservoir, où elle le dépose. Fermez les guillemets. Ainsi, pas de mystère, pas de problème. On se demande comment l'extension d'une image comme celle-là pourrait servir à améliorer la technique, à penser l'expérience. Mettra-t-on des coussins plus gros pour avoir une source plus abondante ? Donnera-t-on à la roue un mouvement de va-et-vient pour imiter le piston ?
Précisément, la science moderne se sert de l'analogie de la pompe pour illustrer certains caractères des générateurs électriques. Mais c'est pour tâcher d'éclaircir les idées abstraites, de différence de potentiel, d'intensité de courant. On voit ici un vif contraste de deux mentalités. Dans la mentalité scientifique, l'analogie hydraulique joue après la théorie. Elle joue avant dans la mentalité pré-scientifique. Si l'on nous objectait, une fois de plus, que Marat est un auteur scientifique de second ordre, nous répondrions que ses œuvres furent abondamment citées à la fin du XVIIIe siècle, et nous retournerions l'objection en répétant que ce qui caractérise précisément la période pré-scientifique, c'est que les auteurs de second ordre y ont une grande influence. Ils sont des ouvriers actifs de la cité savante. Il n'en est plus de même de nos jours. Le nombre des expériences faites par Marat est prodigieux. Il a fait quelques 5000 expériences sur la lumière, dit-il. Parmi ces 5000 expériences, pas une seule n'est retenue par la physique. Un étudiant contemporain qui fait son diplôme dans un laboratoire de recherche, sous la direction d'un maître, peut espérer au contraire faire œuvre utile. Le danger des métaphores immédiates pour la formation de l'esprit scientifique, c'est qu'elles ne sont pas toujours des images qui passent. Elles poussent à une pensée autonome. Elles tendent à se compléter, à s'achever dans le règne de l'image. Donnons un exemple de cet achèvement. Pour expliquer le tonnerre, le P de Lauserand-Dufesque en assimile la matière à la poudre à canon. Chimiquement, il prétend retrouver dans les exhalaisons sensibles en temps d'orage l'équivalent du nitre, du charbon et du soufre, dont le mélange, comme on sait, constitue la poudre. Historiquement, on peut trouver assez plausible une telle affirmation, surtout si l'on considère les idées fortement valorisées qu'on se faisait depuis des siècles sur les exhalaisons. Il n'y avait là, en somme, qu'une simple idée fausse, entre bien d'autres, sur la nature chimique de la foudre. Mais voyons comment s'achève cette image naïve de l'explosion du tonnerre. Pour expliquer l'inflammation de la poudre de tonnerre, l'auteur utilise une théorie des tourbillons, infidèle d'ailleurs à la théorie cartésienne, et il conclut, ouvrez les guillemets, comme il n'y a point d'air le long de l'axe de ces tournants, les tourbillons, et que leur côté résiste extrêmement, ce qui se prouve tant qu'ils soutiennent tout le poids de l'atmosphère, que par la force surprenante des colonnes de nuées qui arrachent les plus grands arbres et renversent les maisons, ils forment comme un long canon. La matière du tonnerre venant alors à éclater, elle doit couler pour la plus grande partie de ce long canon, avec une extrême rapidité, fermez les guillemets. Ainsi la poudre à canon ne suffisait pas, il fallait le canon pour que la théorie fût complète. La dissertation du P de Lauserand-Dufesque a été primée par l'Académie en 1726. L'Académie, qui n'avait pu discerner le prix l'année précédente, se félicite d'avoir attendu un si beau mémoire. Mais toutes ces puériles images, saisies en quelque sorte par leur trait extérieur, sont loin d'être les plus agissantes. Dans cet ordre d'idées, les obstacles les plus puissants correspondent aux intuitions de la philosophie réaliste. Ces obstacles, fortement matérialisés, mettent en jeu non pas des propriétés générales, mais des qualités substantives. C'est là, dans une expérience plus sourde, plus subjective, plus intime, que réside la véritable inertie spirituelle. C'est là que nous trouverons les véritables mots obstacles. Nous remettrons donc à la fin du chapitre sur l'obstacle substantialiste l'étude de quelques substances abusivement privilégiées qui nous permettront de mieux saisir l'idée de privilège épistémologique, l'idée de valorisation épistémologique. C'est aussi à la fin de ce chapitre que nous donnerons son plein développement à la psychanalyse de la connaissance objective.